Abnouz, votre parti pris international, on dit souvent que le pouvoir rend fou. Là, il y a deux exemples, coup sur coup, en Afrique de l'Ouest, qui pourraient confirmer l'adage. Oui, quand même, c'est les réélections de Paul Biya au Cameroun et d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'était il y a quelques jours. C'est quoi? C'est la continuité évidemment des régimes autoritaires et la démocratie qui, depuis qu'ils sont au pouvoir, et pourtant, j'y reviendrai, c'était plein d'espoir leur arrivée, et rien du tout. Les deux scrutins marqués par des contestations, des accusations de fraude, atmosphère politique tendue, spectre de la déstabilisation parce que ça se passe pas n'importe où. Donc Paul Biya, 92 ans au Cameroun, 8e mandat, et il aurait remporté... 8e mandat, il aurait remporté l'élection avec 53,66% des voix, après le Conseil constitutionnel, contre 35,19% pour son principal opposant, Issa Chiroma Bakary, qui lui revendique, l'opposant, d'avoir remporté le scrutin avec 54,8% des voix selon son propre décompte. Bon, vous avez la précision des chiffres. Bon, il annonce évidemment une fraude et appelle à des manifestations pacifiques, ce qui n'est pas le cas. C'est que même avant l'annonce de la victoire de Paul Biya, à Garoua comme à Douala, affrontement entre les forces de l'ordre, mais pas tous, parce que les forces de l'ordre n'ont pas arrêté Bakary, ce que le pouvoir visiblement avait demandé. Donc toute la question, c'est de quel côté les forces dites loyalistes vont basculer. Est-ce qu'ils vont continuer à soutenir ce pouvoir, j'allais dire, pourrissant et finissant de Paul Biya, ou est-ce que c'est le moment de basculer? Mais barricades, épisodes de violence, il y a même eu quelques morts, on n'est pas encore sûr, mais du côté de Garoua, qui est le fief de Bakary, donc ça chauffe, et c'est intéressant parce que là on a une crise chaude. En Côte d'Ivoire, c'est une crise froide, c'est une crise apathique, c'est une crise presque désespérée. Alassane Ouattara a remporté le scrutin, lui, à la stalinienne, avec 89,77% des voix. Il n'a pas fait l'effort de faire semblant. Quatrième mandat, je crois. Ouais, quatrième mandat. Les leaders majeurs de l'opposition, mais alors quel leader? Parce que le retour de Laurent Gbagbo, bon, et Tidjane Thiam, ils ont été recalés de toute façon, donc il n'y avait plus que des candidats mineurs, donc il n'y avait aucun enjeu, donc moins de 50% de participation, et dans certaines localités, ça n'a même pas dépassé les 20% la participation. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est... Les opposants parlent de coups d'état civil, de fraude, évidemment, c'est évident, mais c'est qu'il y a une espèce de vent de désespoir. C'est-à-dire que comme il n'y avait aucun enjeu dans l'élection, il y a un côté genre sourdine. Je sais pas est-ce que c'est la version chaude du Cameroun qui pourrait aboutir à quelque chose, mais quoi? Parce que voilà le problème, c'est que le Cameroun comme la Côte d'Ivoire sont entourés par ce qu'on appelle la ceinture de coups d'État. C'est toute une zone géographique qui va d'ouest en est, en Afrique subsaharienne, et qui a connu depuis août 2020 13 tentatives de coups d'État, dont 8 ont réussi. Donc je les rappelle rapidement: le Mali par 2 fois, la Guinée, le Soudan, le Tchad, qui a été un coup d'État, j'allais dire, dynastique, le Burkina Faso par 2 fois, le Niger et le Gabon. Donc forcément, entouré de pays qui, en plus, disons-le concrètement, ceux qui sont arrivés au pouvoir veulent la peau de ces deux dirigeants en se disant on peut y mettre des copains à nous et avoir vraiment une ceinture de coup d'État militaire, c'est quand même... Donc il y a une déstabilisation possible, et moi quand je regardais, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au passé. C'est qu'on oublie, parce que comme 92 ans, 8 mandats, 4 mandats, 83 ans, on a oublié qu'un jour ils ont été jeunes et qu'un jour ils ont représenté un espoir extraordinaire. Paul Biya, il est arrivé de manière constitutionnelle au pouvoir en 82, démission surprise d'Amadou Ahidjo, qui était le premier président camerounais, promesse de renouveau, slogan rigueur et moralisation. Ça me déprime rien que de dire. On va gérer la corruption, assainir la gestion publique, démocratiser le pays, instaurer une gouvernance vertueuse, tout va bien. Seulement, il se passe 18 mois après son accès au pouvoir, en avril 82, un coup d'État. Et il est sorti, Paul Biya, qui était vraiment, j'allais dire, un jeune homme plein de promesses, et je pense qu'il croyait vraiment ce qu'il disait, totalement traumatisé par ce coup d'État. C'est la garde républicaine qu'il avait fomentée, et l'armée lui est restée loyale, donc il a réussi à s'en sortir, mais il est devenu parano, méfiant, et il a décidé que tant pis pour la bonne gestion, il faut que je n'ai plus que des loyaux autour de moi. Et quand on commence à mettre un pied là-dedans, on institutionnalise la corruption. C'est qu'on a tellement peur que ça recommence, que j'allais dire, c'est presque foutu. Le résultat, c'est une inversion des valeurs totales, corruption systémique, qui est estimée à 40% des dépenses de l'État. Vous vous rendez compte? Donc voilà. Et
Alassane Ouattara. C'est quand même quelqu'un formé aux États-Unis, doctorat en économie à l'université de Pennsylvanie en 72. C'est le technocrate international parfait. Il a effectué l'essentiel de sa carrière entre le FMI et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le président Félix Houphouët-Boigny qui l'appelle, qui en fait en 90 le premier ministre, poste qui n'existait pas de Côte d'Ivoire. Il assainit les finances publiques, il fait du bon job. C'est dur, c'est brutal, mais ça fonctionne. Et il est viré de la succession d'Houphouët-Boigny. Il revient, enfin. Alors, il rétente en 99, mais il n'est pas assez ivoirien. Il y a la loi sur l'ivoirité. Son père est un peu burkinabé, donc ça craint. Donc, on le vire. Et il accède finalement au pouvoir en 2011, après 5 mois de guerre civile et au minimum 3248 morts, et après l'intervention militaire de l'ONU et de la force française Licorne, qui ont bombardé en gros les Gbagbo, Laurent Gbagbo, qui refusait de reconnaître sa défaite, et ses soutiens. Et depuis, il est resté là. Depuis, c'est scandale. Opacité sur scandale, et quand je parle de scandale financier massif, c'est du lourd. Donc il y a quelque chose, quand je regarde ça, d'un côté de me dire c'eût été possible parce que les deux avaient la compétence, le désir, la jeunesse pour changer quelque chose, et une mélange de comme si le système était toujours plus fort que les hommes, qu'il n'y a plus que se baisser pour se servir, et pourquoi pas, et que quand même les haines ethniques joue énormément. Je pense que Ouattara a jamais pardonné le fait qu'on lui a reproché son père, qui était concrètement ivoirien, mais qui était né dans une localité qui, après les indépendances, est devenue burkinabé. Et ça a suffi pour poser sur lui. Sa femme, qui était une femme blanche. Enfin, ces enjeux ethniques, il a quand même repris cet argument de l'ivoirité contre ses adversaires. Et il l'a repris. Et c'est encore pour les écarter. Voilà. Et c'est ça que je trouve dramatique, c'est que c'est les espoirs déçus et le fait que peut-être que ce qui attend ces deux pays qui devraient être des grands pays, eh bien, c'est peut-être un nouveau coup d'État qui renforcera cette ceinture du coup d'État d'ouest en est de l'Afrique subsaharienne. Et la Côte d'Ivoire, c'est la puissance économique régionale. Et parce qu'il y a de quoi. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis et bon